Louis Salter, bonjour. Bonjour Olivier. Co-auteur avec notre consoeur de BFM TV, Agathe Lambray, d'un récit de la deuxième campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, qui vient déjà de paraître aux éditions de l'Observatoire. Alors il faut bien évidemment commencer par votre titre, L'étrange victoire. Pourquoi l'étrange victoire ? Étrange victoire, pas parce que ce ne serait pas une victoire du tout. Emmanuel Macron a gagné avec 58% des voix au second tour, c'est un score clair et net. Mais il y a tout le contexte, il y a les modalités de cette élection. 13 millions de voix pour Marine Le Pen, c'est un record. Le record d'abstention aussi depuis 1969 au second tour. C'est-à-dire à quel point on a eu une drôle de campagne en réalité. Parce que déjà les événements, que ce soit le Covid puis la guerre en Ukraine, l'ont rétrogradé au second plan. Et puis ensuite, parce qu'on a vu, on se souvient de cette célébration du Champ de Mars, qui en fait n'en était pas une. On était très loin de la cérémonie triomphaliste de la pyramide du Louvre il y a 5 ans. Là, Emmanuel Macron se veut très humble, il a expédié ça en quelques minutes avec un discours pas très inspiré, très minimaliste. Et puis ensuite, il s'en va tout seul avec Brigitte à la Lanterne, sa résidence de week-end, sans vraiment participer aux festivités. Donc son humilité, son attitude ce soir-là montre qu'en fait, il sait qu'il a gagné, mais qu'il y a un gros risque que cette réélection se soit faite par défaut et qu'il n'y a aucun enthousiasme à sa réélection. Alors, au-delà de la campagne, les anecdotes que vous livrez en disent beaucoup sur la façon de mener une équipe d'Emmanuel Macron, sa façon de prendre des décisions, ses relations avec ses conseillers, ses alliés politiques. Ce que vous expliquez d'emblée d'ailleurs, c'est qu'Emmanuel Macron fonctionne par cercles, mais des cercles qui ne communiquent pas entre eux. Tout à fait, et c'est un grand classique des présidents, de pas mal de présidents en tout cas. Emmanuel Macron, il cite parfois la phrase de François Mitterrand « Je n'ai pas de cabinet ». Pour tout ça, pour en fait se ménager une liberté. Et effectivement, nous, c'est un exercice qu'on a fait en parlant à différentes sources de ces différents cercles d'Emmanuel Macron. On voit qu'ils sont en désaccord entre eux, qu'ils disent des choses différentes au président et que c'est presque comme si le président faisait semblant, accentuait cette rivalité entre eux pour pouvoir, lui, se libérer, n'être pas dans la main d'une seule équipe ou d'un seul homme. On a vu parfois des conseillers plus influents que d'autres influencer certains présidents. Emmanuel Macron, il s'est ménagé ce dispositif pour échapper à ça. Alors c'est les clans qu'on décrit dans la campagne. Il y a les technos, il y a les scénaristes, il y a les grognards, des politiques expérimentés et de terrain. Et en fait, il joue presque pour ses prises de décision et pour sa campagne des rivalités entre ces clans. Et puis un rôle à part pour Alexis Kohler. Alors le bras droit, le deuxième cerveau, il a été qualifié de différentes façons. Il a vraiment un rôle très particulier auprès d'Emmanuel Macron. Évidemment. Pendant la présidence et pendant la campagne. En fait, Alexis Kohler, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est resté à l'Élysée pendant la campagne présidentielle alors que d'autres stratèges partaient au QG de campagne, mais parce que lui, en fait, voulait rester dans le bureau qui jouxte celui du président. Parce que le vrai lieu de décision restait le bureau du président, pas le siège de campagne. Évidemment, même si le président, par télégramme, par son portable, il communique à distance avec plein de gens, et parfois certains de ses interlocuteurs sont étonnés de dire « Ah bon, mais tu as reçu un message de un tel », il tombe parfois des nues. Et Alexis Kohler, c'est à la fois un personnage central par son influence, par son rôle de premier plan, par l'écoute attentive qu'il a du président, ne serait-ce que par sa proximité géographique quotidienne. Et en même temps, c'est curieux, c'est ce personnage dont beaucoup de gens disent du mal en Macronie. Nous, on a fait le chapitre dans lequel on parle de lui, on l'a intitulé « Le grand méchant loup » parce que vraiment, qu'on parle à des politiques, à des conseillers, à des élus, ils nous décrivent Alexis Kohler comme celui qui tiendrait toutes les ficelles et qui voudrait mettre sa patte partout. Alors c'est vrai qu'il est influent et il veut garder cette capacité d'influence, mais il a aussi le dos assez large parce que comme il parle assez peu, qu'il s'exprime assez peu, même si nous on a pu le rencontrer, et ben en fait il est un peu le bouc émissaire parfois de ce qui n'a pas marché, de la mauvaise humeur, des mauvaises décisions du président. Et de la mauvaise humeur de ceux qui ont été déçus par les décisions du président. Le président, il pratique la mise en concurrence en réalité entre ses proches. Quand il invite à l'Élysée, il aime qu'on vienne avec des idées et des idées différentes pour pouvoir piocher dedans finalement, au point que certains de ses conseillers ou de ses alliés politiques rusent un peu. Ils s'entendent avant la rencontre avec le président pour être en désaccord entre eux. Exactement. Ce sont des réunions de cabinet ou des réunions de conseillers plus informelles où parfois Emmanuel Macron les engueule quand c'est la même idée qui ressort et qu'il y a un conformisme qui se dégage de la salle. Il déteste ça. Et donc effectivement, on raconte une scène où deux conseillers, avant d'entrer en réunion, se rendent compte qu'ils vont défendre la même option et se mettent d'accord pour avoir deux avis différents pour contenter le patron et qu'ils puissent avoir des options différentes. Et c'est vrai que ça,
Pour un président, c'est quand même important que vous gériez une crise internationale comme l'Ukraine ou que vous conduisiez une campagne, c'est de pouvoir avoir des options de sortie, des choix différents. Et le fait qu'il pratique cette très libérale mise en concurrence des éléments autour de lui, ça lui permet d'avoir différentes options de sortie et d'acheter une idée plutôt qu'une autre à un moment donné. Vous racontez aussi comment Emmanuel Macron a travaillé pendant tout son premier quinquennat, a continué à débaucher, notamment à droite, alors parfois par l'intermédiaire de son conseiller Thierry Solère, et puis parfois lui-même directement. C'est le cas par exemple pour Éric Woerth, qu'il a longtemps travaillé avant de le décrocher. Ça marche pas toujours. Vous révélez que le président a fait une tentative ratée auprès de Bruno Retailleau. Oui, ça n'a jamais été inventé alors que l'histoire remonte. C'était à l'automne 2018. Gérard Collomb claque la porte du ministère de l'Intérieur. Juste avant les Gilets jaunes. Exactement, juste avant les Gilets jaunes. Emmanuel Macron se met en quête d'un ministre de l'Intérieur. Comme d'habitude, ça prend beaucoup de temps. Ce président est très lent à faire des nominations, à se décider. Et on raconte un épisode dans lequel c'est l'écrivain François Sureau, qui correspond souvent avec le président, qui en fait se rend au Sénat un soir et demande à Bruno Retailleau si le ministère de l'Intérieur l'intéressait après en avoir parlé avec Emmanuel Macron. Il est en mission pour Emmanuel Macron. Exactement. Et alors, ce qu'on ne sait pas exactement dans cette histoire, c'est l'état d'esprit exact du président. Dans cette histoire, comme dans d'autres tentatives de débauchage, c'est est-ce que le président s'amuse simplement, c'est-à-dire qu'il joue à faire mine de débaucher des adversaires pour troubler le camp adverse, ou est-ce que réellement il a eu l'intention de nommer un tel ou un tel? En tout cas, Bruno Retailleau, là en l'occurrence, n'a pas donné suite, il a fermé tout de suite parce qu'il ne se considère pas du tout soluble dans le macronisme. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le débat d'entre-deux tours. On apprend plusieurs choses dans cette étrange victoire. D'abord que Marine Le Pen a failli tout annuler au dernier moment, en tout cas elle a fait mine. Tout à fait, c'est pareil, alors c'est des jeux de rôle politiques, mais on est dans les quelques jours qui précèdent le débat, et donc il y a des négociations très dures avec les équipes de campagne et les chaînes de télévision. Et les chaînes veulent absolument faire des plans de coupe, c'est-à-dire montrer l'adversaire pendant qu'un candidat parle. Exactement. C'est plus agréable pour le téléspectateur, ça nous permet de mettre plus de rythme dans la réalisation du débat. Et Marine Le Pen, qui a un très mauvais souvenir de ses plans de coupe de 2017, refuse obstinément. Alors, c'est pas tant avec l'équipe de campagne de Macron que c'était tendu, c'était vraiment avec les chaînes de télévision, avec TF1 et France Télévisions. Et à un moment, effectivement, la veille du débat, pendant quelques instants, pendant quelques heures, elle dit si c'est comme ça, je ne viens pas. Alors évidemment, le bluff n'a pas tenu parce qu'elle est la challenger, donc ça lui aurait plus coûté à elle d'annuler le débat, mais elle est allée jusqu'à ce point de tension pour obtenir satisfaction. Elle n'a pas d'ailleurs obtenu satisfaction, il y a bien eu des plans de coupe. Mais ce qui était amusant, c'est qu'au final, pendant l'émission, c'est plutôt l'équipe Macron qui les a regrettés, ces plans de coupe. Et ça, on raconte, donc on est dans la loge avec les conseillers d'Emmanuel Macron et les politiques qui l'entourent pendant le débat, donc près du studio. Et quand ils voient le président qui ne se tient pas très bien, qui fait des mimiques très bizarres, qui deviennent objet de moquerie sur les réseaux sociaux, ils envoient des messages à la régie pour dire limitez le plus possible ces plans de coupe parce que ça ne va pas du tout. Et ça, ce sont certains des politiques autour du président qui s'alertent en temps réel à ce moment-là de ce qui avait été inconvénient pour son adversaire Marine Le Pen 5 ans plus tôt. À l'issue de ce débat d'entre-deux tours, Emmanuel Macron dit à ses conseillers qui l'attendent à la sortie du plateau « Je vais aller voir Brigitte parce qu'elle me dira si c'était bien ou pas. Ouais. » Ça dit quoi du rôle de l'épouse du chef de l'État? Ça dit que c'est celle qui lui parle seule à seule, en réalité. Et rien que ça lui donne un rôle très particulier. Brigitte Macron, elle ne participe pas beaucoup aux réunions de stratèges, et quand elle participe, elle ne dit pas grand-chose, mais parce qu'en fait, elle écoute tout, et puis deux, elle sait qu'après, elle sera la seule, évidemment, dans les appartements privés de l'Élysée, à pouvoir débriefer son mari, à pouvoir être la seule à faire un retour. Mais par contre, elle lui parle très cash. Ceux qui ont déjà assisté à des discussions entre eux, qui ont volé des morceaux de conversation entre eux, savent que Brigitte dira vraiment son fait au président, et notamment sur quelque chose qui l'énerve beaucoup, c'est que son mari fait trop long. C'est vrai, il est très souvent trop long dans ses discours, dans ses interventions, il veut toujours en rajouter, et ça exaspère Brigitte qui, notamment pendant la campagne de 2017, se lamentait de ses meetings à rallonge. Son mari a fait quelques efforts, pas tant que ça, et c'est toujours un combat pour elle. Ça. Le soir de la réélection, le conseiller en communication d'Emmanuel Macron vient voir les journalistes qui attendent au Champ de Mars et il leur dit « ça va aller très vite maintenant ouais. ». Or, on a l'impression que depuis le 24 avril, il ne se passe pas grand-chose. Oui. Il n'y a pas beaucoup de décisions qui sont prises. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Déjà, ce conseiller en communication est parti depuis, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté au service d'Emmanuel Macron. Tout à fait, il est reparti dans le privé chez Publicis. C'était lui l'un des stratèges de la campagne. Donc, lui est parti. Ce ne sont pas exactement les mêmes qui entourent Emmanuel Macron. Et c'est vrai que là, en fait, c'est l'étrange après-victoire, quelque part. On a eu cette impression de flottement lorsqu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à nommer une première ministre, puis
puis un gouvernement. Et puis là, l'histoire se répète un peu. On est avant les législatives, on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu rentrer dans l'arène et que maintenant il s'y met juste avant les échéances, un petit peu comme il l'avait fait pendant cette campagne présidentielle, où en fait sa véritable campagne, elle commence le soir du premier tour, quand il se met à faire un déplacement par jour, un média par jour, pour jouer le match avec Marine Le Pen. C'est intéressant comme ce comportement se répète. Effectivement, ce qu'on nous avait dit le soir de la victoire au Champ de Mars, ça va aller vite, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au final, si on fait l'hypothèse qu'Emmanuel Macron va décrocher une majorité dans 10 jours à l'Assemblée, cette campagne, ça peut déboucher sur un second quinquennat qui ressemblera à quoi ? Un quinquennat dans le brouillard, et d'ailleurs on le voit en ce début de mandat avec ce gouvernement qui a suscité des interrogations. Maintenant l'annonce d'un Conseil national de la refondation qui n'était pas du tout dans le programme et qui est annoncé alors que les Français sont appelés à élire des députés aux élections législatives. Et puis surtout ce que montre le livre sur le deuxième quinquennat, c'est ce qu'on a essayé d'éclairer au-delà des anecdotes, des intrigues de palais, c'est la façon dont Macron fonctionne. Donc il a bâti un système de décision et d'entourage qui lui permet de fonctionner bon gré mal gré. Et qui va continuer malgré le G changé. Je pense qu'on ne se refait pas. Et d'ailleurs, le principal personnage autour de lui, Alexis Kohler, a été reconduit dans ses fonctions à l'Élysée. Et ça, c'est un signe très important de continuité dans la manière dont le macronisme fonctionnait. Les grognards autour de lui, je pense à François Bayrou, je pense à Richard Ferrand, je pense à d'autres politiques, vont rester. C'est sans doute plutôt l'équipe de l'Élysée qui va un petit peu tourner parce que certains conseillers sont partis. Mais cette campagne, finalement, elle illustre la façon dont l'écosystème Macron fonctionne. Et dans son second quinquennat, je pense qu'il y a quelque chose notamment qui l'a traumatisé et donc qui va avoir constamment à cœur. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs en expliquant qu'il va concerter, qu'il va beaucoup consulter avant de prendre des décisions, c'est les Gilets jaunes. On revient sur quelques épisodes traumatiques pour lui des Gilets jaunes. Il y a une peur physique et puis il y a eu cette incompréhension d'une haine qui est suscitée dans une partie de la population. Et ça, on sent que c'est le gros traumatisme qui est la raison pour laquelle il ne commence pas ce second quinquennat de la même manière qu'il avait commencé le premier. L'étrange victoire avec Agathe Lambray. Merci beaucoup, Louis Ostalter. Merci à vous.